on va passer donc à la session sur l'état actuel de la recherche au Sénégal et en Afrique. C'est une table ronde, donc tout le monde participera à la discussion. Je vais faire une note introductive. Ensuite, je demanderai la contribution de chacun d'entre vous à travers des questionnements que je vais formuler à la fin donc, de cette note introductive. Bon, nous avons au maximum 1 heure de temps pour laisser ensuite la place à la session suivante. Pour ensuite essayer de terminer aux alentours de 18 heures pour libérer justement les techniciens qui s'occupent de cette salle. Bien, ce que je voulais dire en note introductive, c'est que lorsqu'on observe l'environnement international, eh bien, on constate que désormais, l'avenir appartient aux seules sociétés du savoir, car aujourd'hui, c'est la production et l'utilisation des savoirs et des technologies qui sont les conditions premières du développement. C'est ce que les économistes appellent l'économie du savoir. Si la science a révolutionné les secteurs tels que la santé, l'agriculture, l'élevage, la communication, c'est grâce à la recherche. C'est grâce à la recherche qui mobilise intelligence et créativité, mais également qui, par ces résultats, permet donc à cette science de contribuer à la qualité de notre vie. En Afrique, les défis que la recherche doit relever sont très nombreux et complexes. Ces défis concernent plusieurs domaines, l'énergie, la médecine, la pharmacie, etc. Et cette recherche au Sénégal, en particulier et en Afrique en général, doit relever donc plusieurs défis. Alors, au Sénégal, les capacités scientifiques et techniques ont été renforcées depuis à peu près une dizaine d'années avec la création de 3 nouvelles universités à Ziguinchor, à Thiès, mais aussi à Bambey. En termes de potentiel des chercheurs, le Sénégal, hormis les instituts de recherche français qui sont basés au Sénégal, c'est-à-dire l'Institut Pasteur, le CIRAD et l'IRD, hormis ces 3 structures, le potentiel chercheur au Sénégal est estimé à peu près 411 chercheurs. Depuis une dizaine d'années, donc, le potentiel a sensiblement été renforcé. En Afrique, on dénombre aujourd'hui, là aussi, les capacités scientifiques et techniques ont été renforcées, puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 400 instituts de recherche et plus de 3000 établissements publics ou privés d'enseignement supérieur qui ont été créés et des milliers de scientifiques et ingénieurs ont été formés. Mais malgré ce renforcement des capacités scientifiques et techniques, les productions scientifiques et technologiques qui sont l'expression d'une activité de recherche et d'innovation réussie, eh bien, ces productions restent faibles par rapport à la production mondiale. Au Sénégal, la production scientifique publiée dans des revues indexées est modeste. En 2008, par exemple, cette production culminait à environ 300 références. Cette production place le Sénégal à la 3e place. C'est une baisse parce qu'en 1980, le Sénégal occupait la 8e place en Afrique. S'agissant de la production technologique, qui se mesure par le nombre de licences internationales délivrées, eh bien, cette production technologique est nulle, au Sénégal en tout cas. La grande majorité des résultats obtenus par les chercheurs sénégalais
sont beaucoup plus publiées dans des revues non indexées, donc pratiquement non lues, et donc méconnues, ignorées par la communauté scientifique. En termes de valorisation de ces résultats, seuls certains résultats des secteurs agronomiques, de l'agroalimentaire et de l'énergie font l'objet d'applications pratiques. En matière d'édition scientifique, au Sénégal, il y a, j'ai recensé toutes les revues scientifiques qui sont produites au Sénégal, il y en a 12 au total, mais une seule revue scientifique est indexée d'ailleurs dans la base de données, dans des bases de données bibliographiques internationales. C'est Dakar Médical qui est aujourd'hui indexé dans Pascal, mais toutes les autres revues ne sont pas indexées. C'est pour vous dire que le chemin est encore long au Sénégal en termes de production scientifique, en termes de production technologique, en termes de valorisation des résultats de recherche, mais en termes d'édition scientifique également. En Afrique, d'une façon générale, là aussi, la production est faible. La part de l'Afrique dans la production scientifique est d'environ 0,3%. Production scientifique mondiale est d'environ 0,3%. La production technologique est quant à elle aux alentours de 0,1% de production mondiale en matière de licences européennes et américaines. S'agissant de l'édition scientifique, jusque-là, il n'y a aucune revue scientifique africaine qui figure parmi les revues à fort facteur d'impact, c'est-à-dire un facteur d'impact aux alentours de 3. Mais il n'y en a pratiquement pas. Pour être lus, donc, les chercheurs africains sont obligés de soumettre leurs travaux dans des revues des pays développés. Cette situation, vous conviendrez avec moi, renforce la dépendance éditoriale de l'Afrique vis-à-vis des pays développés. S'agissant de la carrière des chercheurs en Afrique d'une façon générale, c'est la même chose aussi en Afrique, ce qu'il faut souligner, c'est que les trajectoires de leur reconnaissance, de leur visibilité sont très sinueux, très incertains, entrecoupés d'obstacles et parfois de marginalités de diverses natures. Pourtant, leur responsabilité au regard des défis que la science doit relever au Sénégal, leurs responsabilités assez lourdes, les responsabilités sociales, j'entends, sont assez lourdes, eu égard donc aux défis que la science doit relever en Afrique. Actuellement, en Afrique, les seuls pays qui consacrent 1% de leur PIB à leur budget de recherche, c'est l'Afrique du Sud et la Tunisie. C'est les seuls. Cela explique d'ailleurs pourquoi ils occupent les premiers rangs en termes de production scientifique et technologique en Afrique. Globalement, la recherche en Afrique est dans une situation difficile et précaire pour partager avec vous vos points de vue, discuter, échanger sur cette situation. Je formule quelques questionnements en vous invitant à participer, à donner votre point de vue sur ces éléments afin qu'on puisse cerner réellement les causes de la faiblesse des systèmes de recherche en Afrique. Quelles sont ces causes? Les causes de cette faiblesse. Avez-vous des idées là-dessus? Quel rôle stratégique nos États, les États africains et même les secteurs privés africains, quel rôle stratégique doivent-ils jouer? Comment assurer l'efficacité de la recherche en Afrique? Quelle recherche faut-il privilégier pour optimiser les retombées sociales et économiques? Comment améliorer la culture scientifique en Afrique? Comment la société africaine perçoit-elle l'activité de recherche?
quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour soutenir la valorisation économique des résultats de la recherche. Quel statut pour les chercheurs africains? Voilà un certain nombre de questionnements que je soumets à votre appréciation afin de recueillir vos points de vue et aussi d'alimenter les réflexions des uns et des autres. Voilà, je vous remercie. Bien, ceux ou celles qui veulent faire des contributions par rapport à ces questionnements ou bien compléter ce que je viens de vous dire, eh bien, la liste est ouverte. Bien, Bamba, tu as la parole. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, monsieur le professeur Togobaye. Je pense que vous avez bien résumé la situation quand vous dites qu'il y a peu de publications au niveau des revues indexées. Le problème auquel on est confronté ici en tant que chercheur, c'est comment financer nos voyages. Ce qui fait que aujourd'hui, si nous avons une publication à faire, on doit payer l'inscription à la conférence qui va tourner, je vais parler en euros pour que tout le monde puisse voir un peu, à peu près 500 € pour la conférence. Ensuite, après, il faut prendre les billets d'avion. Il faut aussi, par exemple, payer l'hôtel, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que des fois, par manque de moyens, les gens, ils ont du mal à publier dans ces revues qui sont indexées. Ce qui fait qu'ils vont privilégier plutôt des conférences, bon, peut-être qu'ils ne sont pas indexées, qui vont être soit locales, ainsi de suite. Et c'est le problème véritablement auquel on est confronté, nous, en tant que chercheurs. Donc, je vais donner un exemple. Tout récemment, au niveau de notre laboratoire, on a eu 2 papiers qui ont été acceptés cette année-ci en décembre. Donc, ça commence le 7. Les deux, c'est des confs I3E. La première conférence, c'est en Chine. L'autre, c'est à Hong Kong. Mais si on regarde un peu le prix du billet, la conférence, tout ça, c'est très, très difficile à supporter. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On va inscrire le papier, mais on ne va pas y aller. Et cette inscription, on l'a fait, c'est nous-mêmes, en tant que chercheurs, qui avons cotisé pour pouvoir s'inscrire à cette conf. Parce qu'on ne voit pas quelles sont les structures de financement. Des fois, on peut aller taper au niveau de certaines portes, mais elles vont être fermées. On va vous dire, bon, ce n'est pas encore le moment, il y a d'autres priorités. Donc, par rapport à ça, c'était une contribution par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, j'ai aussi une autre question. C'était pour savoir si aujourd'hui, bon, on a un papier, au niveau de quelle structure, au niveau du cadre, ainsi de suite, peut-on envoyer une demande de subvention et autres. Et peut-être, moi, en discutant avec les collègues, on s'est dit peut-être une bonne piste de réflexion serait du moment où nous bénéficions, par exemple, des voyages d'études de manière biannuelle, je pense, tous les 2 ans, peut-être permettre à un chercheur qui, par exemple, a un papier à une conférence, d'utiliser, par exemple, son billet et son per diem pour aller s'inscrire à une conférence. Quitte à ce que, par exemple, bon, c'est tous les 2 ans, mais s'il a, par exemple, une publication, qu'il puisse dire, bon, moi, je ne vais pas utiliser mon voyage de recherche, mais je vais plutôt utiliser mon per diem pour payer ma subvention et après amener les justificatifs. C'est vrai que, bon, c'est beaucoup plus simple de financer les voyages d'études parce qu'il y a des justificatifs. Mais si le chercheur, par exemple, peut amener, de toute façon, quand on va s'inscrire à une conf, on a une reçue, on a les bordereaux d'embarquement, qu'on puisse utiliser ce voyage d'études pour payer à des confs. Donc ça, c'était une proposition qui est là. Donc je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Donc merci, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Togobaye. Je vais remercier de votre disponibilité d'abord pour
l'organisation de cette conférence et de votre brillante prestation pour mettre l'état des lieux au niveau de la recherche, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. Bon, je voulais un peu renforcer l'idée du docteur Gaye, du moins, du fait que les aléas que nous traversons ici au niveau du Sud, et particulièrement au Sénégal, pour pouvoir honorer nos invitations ou nos conférences ou nos publications en France ou un peu partout dans le Nord, est un facteur bloquant qui fait que la recherche ne bouge pas au Sénégal. Un exemple tout récent a été au mois de décembre 2009, ma communication qui s'intitulait autour du projet de recherche Nañu Xayma pour une didactique des mathématiques en langue Wolof, du préscolaire au supérieur, du non formel au formel. J'ai été retenu au niveau de l'université Paris 8 en décembre 2009. Je n'ai pas pu y aller pour des formalités administratives, manque de billets, manque de prise en charge, etc. Si bien que mes pairs qui sont là, parce que je fais partie des membres fondateurs de 2009 de l'organisation internationale EFRAT, n'ont pas pu me voir là-bas et je m'en suis excusé au professeur Zurich à l'époque qui a transmis mon absence. Et donc par rapport à ces obstacles-là, ça c'était en 2009, mais tout récemment en 2010, le 12 juin 2010, j'étais invité au Collège de France pour participer à une conférence. Le Collège de France est un lieu très prestigieux. Quand un chercheur, un scientifique du Sud est invité là-bas pour une conférence, je crois que c'est pas du tout donné. Et c'est à l'issue de cette fois que j'ai été nominé au prix de la recherche à Paris. J'ai voyagé 2 fois à mes propres frais, mais les autres fois, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai fait, comme l'a dit le docteur Guèye, m'inscrire et ne pas y aller, parce que bien sûr, ce n'est pas un terrain que je ne connaissais pas. J'étais à la BNF, j'étais honoré, au Sénat, j'étais honoré, mais le reste, c'était des sciences, etc. Bon, je n'ai pas pu y aller. Bon, c'était pour un peu appuyer l'argument du docteur Guèye sur le problème de prise en charge. Et je crois qu'il a donné une excellente idée, comme quoi, si vous, à partir de votre statut, vous pouvez toucher directement par la voie hiérarchique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est très ouvert et qui écoute bien les chercheurs. Et par-delà, par voie hiérarchique, en remontant la présidence de la République, parce qu'au Grand Prix du président de la République qu'on vient de célébrer le 30 juin à Sorano, moi j'étais candidat, comme vous le savez, tout le monde le sait également. Le président de la République a été nommé protecteur des arts, des lettres et de la science. Donc je crois qu'un budget a été réservé cette année spécialement pour la recherche scientifique et également pour le statut du chercheur. Je vous exhorte, professeur Togué Bayo et l'Assemblée et la communauté EFRAT francophonie, aussi bien et de l'UNESCO, que le statut du chercheur également tarde à venir en Afrique et aussi bien au Sénégal, si bien que c'est ça qui retarde nos voyages, c'est ça qui retarde nos avancées. Parce que si on avait le statut du chercheur, on aurait dû avoir la reconnaissance économique. Actuellement, moi, par exemple, j'ai la reconnaissance scientifique internationale, en étant publiée par l'UNESCO, en étant 7 fois nominé au prix de la recherche, etc. Mais la reconnaissance économique n'a pas suivi. Si bien quand je veux me déplacer à une invitation, j'ai des problèmes. Le docteur Guèye a des problèmes, moi j'ai des problèmes, d'autres chercheurs également ont les mêmes problèmes. Si on avait la reconnaissance économique, on pourrait même nous gérer, prendre un billet d'avion, on peut le faire. Aller prendre un billet d'avion, on peut le faire et revenir et nous faire rembourser. Là, il n'y a pas de retard et puis le Sénégal, l'Afrique ne serait pas en rate par rapport à ces des détails, quoi. Parce que les visas scientifiques, par exemple, ça se donne maintenant à l'ambassade. Moi, j'ai les visas scientifiques en ayant la carte du chercheur depuis 2006. C'est l'Académie des sciences qui m'a donné ça par la FNAC, la Fondation nationale Alfred Kastler, qui est parrainée par l'Académie des sciences de Paris, de France. Donc, visa scientifique, c'est automatique pour moi, là, toutes les ambassades. Mais le billet ne doit pas bloquer, parce que c'est cet argument administratif qui est plus difficile. Mais moi, c'est le billet qui me bloque, parce que je n'ai pas la reconnaissance économique, comme l'a dit Dr Guèye. Et je crois également que par rapport à certaines interventions qu'on a pu faire tout à l'heure avec les intervenants, les conférenciers de ce matin, également la coopération scientifique internationale également, a réglé nos déplacements,
avec également nos déplacements, parce que maintenant, à partir d'Internet, maintenant, on peut, avec le collaboratoire de EFRAD, avec l'email, avec le site, avec le portable, maintenant, on communique avec n'importe qui, sans pour autant nous déplacer, sans dépenser de l'argent. Et ça, c'est l'économie terrible pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde. Et maintenant, pour le domaine de la publication, on n'est pas du tout pauvre, parce qu'avec Internet, on peut avoir beaucoup de revues. Et je crois également que c'est également un problème auquel il faudrait également profiter avec l'EFRAD, avec la francophonie qui nous soutient, avec l'UNESCO qui nous soutient, avec l'AUF qui est même membre, qui est même un partenaire de l'EFRAD. Je crois que maintenant, on n'est plus parlant pauvre, Dr Gueye, on est bien entouré, bien encadré, et Inch'Allah, tout ira au mieux. Je vous remercie. Ok. Merci. Donc je remercie le professeur pour avoir fait le point de la recherche, la situation de la recherche au Sénégal, d'une part, et d'avoir jeté les questionnements importants par rapport à la situation de la recherche en Afrique de façon générale. Pour commander un peu ce que vous avez dit par rapport au Sénégal, je pense que le Sénégal, d'abord, qui était l'un des pays phares de l'AUF, où tous les intellectuels africains, au moins de l'AUF, étaient formés, a bénéficié déjà de ce capital intellectuel-là. Et si cette situation de la recherche au Sénégal semble-t-il défavorable, il faut se poser des questions par rapport aux autres pays. C'est pour vous dire que dans les autres pays africains, la situation est encore beaucoup plus défavorable. Et je m'en vais continuer un peu la réflexion par rapport à vos questionnements. Première question, la recherche en Afrique est précaire, dans une situation précaire. Ça, c'est un constat qui saute à l'œil nu. Si on veut se pencher par rapport à certains pays, que ce soit le cas du Burkina que je connais bien, la situation de la recherche, connaît des difficultés. Moi, je suis dans un institut de recherche en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire le CNRST. L'INES est un des instituts du CNRST. Et l'Institut des sciences des sociétés, c'est un institut des sciences sociales et humaines. On en a 4. On a l'Institut agronomique, on a l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'IRSAT, l'Institut des sciences techniques appliquées. Et pour ce que je connais de la recherche au Burkina, il y a un statut des chercheurs qui a été adopté très récemment et sous l'instigation d'un mouvement. Quand je disais par rapport à l'Afrique, si on prend le cas du Mali par exemple, il a fallu une grève de près de 6 mois pour que les enseignants puissent voir leur salaire augmenter. Ils viennent En Côte d'Ivoire, ça a été la même chose. Je pense que pour le Sénégal, ils sont bien en avance. Quand bien même, mon frère Fa vient de faire le constat qu'il n'y a pas la reconnaissance économique, et ça, c'est une réalité de façon générale. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus profond. Donc, je disais que pour le Burkina, par exemple, il y a un statut des chercheurs qui a été adopté. Et maintenant, nous sommes les chercheurs, et c'est un statut des chercheurs et des anciens chercheurs, c'est-à-dire aussi bien de l'université que de la recherche, tant plus que c'est le même corps. Et ce statut, actuellement, on attend la loi qui doit justement donner les avantages économiques de cette loi-là, de ce statut-là du moins. Et c'est ce qui tarde encore à venir parce que le syndicat en question, le SINADEC, qui depuis l'année dernière a mené une lutte vraiment de longue haleine pour qu'on puisse reconnaître que, le statut des anciens chercheurs et des chercheurs était un statut défavorable par rapport à la marche des autres segments de la société où un professeur d'université se trouve, qui a formé un étudiant qui est à la place du marché, finalement ce professeur à un certain moment ne peut même pas
ne peut pas se comparer à son étudiant. On a des situations aberrantes comme ça. Donc, c'est pour dire que l'enseignant, le chercheur, a vu progressivement sa situation économique se détériorer sans que les autorités ne daignent, reconnaître cela. Donc, il y a ce fait qui est là. Donc, les pourparlers continuent à se mener avec le gouvernement pour l'adoption de la loi qui va fixer les conditions économiques par rapport au statut des chercheurs. Voilà. Donc, voici ce que je pouvais dire par rapport à la situation déjà précaire, la situation économique des chercheurs pour le cas de Burkina Faso. C'est la même chose au Mali. Hein. Ils ont fait près de 6 mois de grève. Je pense que c'est maintenant qu'ils sont en train de faire les examens. C'est la même chose, parce qu'au Mali, c'était encore plus grave. Hein. J'allais dire, c'est le Burkina qui venait après le Mali. Bon, le Mali, maintenant, je pense qu'avec leur grève, ils ont reçu une satisfaction plus intéressante même par rapport au statut qu'on veut adopter au niveau du Burkina. Donc, c'est vous dire que le problème réside dans presque tous les pays ouest-africains au niveau de la recherche, de la situation des chercheurs. Maintenant, les causes de cette faiblesse, hein, les causes sont nombreuses. Hein. On a parlé tantôt de notre faible représentativité au niveau des revues, hein, où nous publions dans des revues non indexées. Quand les gens n'ont pas... Par exemple, pour qu'une revue fonctionne, il faut un budget. Hein. Pour le cas du CNRC, par exemple, notre institut, nous avons 3 revues scientifiques. Mais je vous dis que pour faire sortir les revues, les numéros de façon régulière, c'est la croix et la bannière. Hein? C'est la croix et la bannière, parce qu'il y a des budgets qui sont réservés, mais parfois les financiers ne savent pas que une revue scientifique, ce n'est pas une revue commerciale. Quand un chercheur publie dans une revue scientifique, il apporte quelque chose à la société. C'est un éclairage nouveau par rapport à une problématique de recherche ou à un domaine de recherche. Ce n'est pas de l'économie qui peut être quantifié tout de suite. Donc il y a ce problème-là au niveau des financiers, de façon générale, qui se pose, qui n'arrivent pas à comprendre ces contraintes de publication des revues, où il faut quand même un budget conséquent. Donc il y a aussi le fait que même le budget de la recherche est très faible par rapport au budget même de fonctionnement des instituts. Bon, je prends le cas de mon institut. Le budget qu'on alloue pour le fonctionnement de l'institut, le budget strictement réservé à la recherche ne dépasse pas peut-être moins de 2%. Hein. Tout le reste, c'est le fonctionnement, payer l'électricité, l'eau, etc., les autres charges, etc., le fonctionnement des ordinateurs, etc., c'est ça, pratiquement. Tout le budget est fait pour ça toute l'année. Et pratiquement, quand les chercheurs veulent aller sur le terrain pour faire des recherches, on leur dit qu'il n'y a plus d'argent. Voilà, il n'y a plus d'argent. Donc, voici encore, le budget strictement réservé à la recherche est très faible. Donc, les chercheurs sont obligés, par leur propre dynamisme, de faire des projets de recherche et aussi de s'adresser à des organismes. Ce que, d'ailleurs, les chercheurs chez nous font depuis des années. Ils n'attendent pas le budget national pour fonctionner. Les uns et les autres sont impliqués dans des projets de recherche qu'ils soumettent au niveau de certains partenaires ou des bailleurs. Maintenant, les rôles stratégiques. Hein. Je pense qu'en Afrique, les rôles stratégiques de la recherche, il faudrait voir dans quelle mesure, parce que c'est bien de faire une recherche, la recherche c'est un domaine de souveraineté nationale, mais il y a aussi des problématiques de recherche qui s'inscrivent dans des problématiques générales, internationales. Donc il faut arriver à harmoniser ou à adapter l'agenda national de recherche à l'agenda international. Il ne faut pas que ça soit complètement anachronique. Hein? Donc il y a aussi ces éléments stratégiques là qu'il faudrait savoir adopter afin d'avoir une recherche qui, n'est pas déconnectée par rapport à la recherche internationale. Hein? Parce que si on travaille en vase clos à un certain moment, on ne crée plus rien,
on ne fait que ressasser les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'exploration de nouveaux champs de recherche. Donc, voilà comment assurer l'efficacité de la recherche. Je pense que ça rejoint toujours... il y a une question organisationnelle. Là aussi, il y a l'organisation, il y a aussi l'efficacité de la recherche aussi. Ça passe par la reconnaissance des gouvernants de l'importance de la recherche, qui est un domaine de souveraineté. Si on reconnaît que les chercheurs apportent, j'allais dire, à la société, il faudrait les mettre dans des conditions les plus adaptées pour leur permettre d'être plus efficaces. Comment la société africaine perçoit-elle le rôle de la recherche en Afrique? Question très intéressante. Mais je pense qu'à ce niveau, sans vouloir peut-être être un peu radical, je dirais peut-être, vu que de façon générale, la société, bon, la recherche c'est un domaine quand même, j'allais dire, très pointu, de connaissance dans un domaine. Et de façon générale, les gens ne perçoivent pas, ils ne perçoivent pas directement l'incidence de la recherche. Il faut passer par, j'allais dire, des canaux pour valoriser ou vulgariser les résultats de la recherche. Bon, c'est ce que l'exemple que je vais prendre, c'est peut-être, je viens du Burkina, je sors d'un atelier qui est le Forum national de la recherche au Burkina, qui s'est tenu la semaine dernière simplement à Bobo, qui est la deuxième ville du Burkina. J'y étais. Bon, c'est un cadre où on essaie de mettre les résultats de recherche, de mettre en contact les chercheurs et la société civile ou les partenaires privés, afin qu'ils voient à peu près ce que les chercheurs produisent et quels sont les résultats de recherche, comment ils peuvent les exploiter pour leurs propres besoins. Donc je pense qu'il faut valoriser, pour que la recherche africaine soit reconnue, il faut arriver à la valoriser. Je pense qu'il y a un organisme à Dakar, ici c'est le CRDI, qui le fait déjà, mais je pense qu'il faudrait le faire d'autant, il faut le faire un peu plus. Permettre, j'allais dire, à la population de mieux connaître le travail que les chercheurs font dans plusieurs disciplines qui peuvent être intéressantes. Si c'est bien si on peut publier dans une revue, je ne sais pas, aux États-Unis ou en France, qui est reconnue, mais c'est bon que le citoyen lambda qui est ici dans le petit village, je ne sais pas, au Sénégal ici, puisse savoir que, voilà, on a un de nos chercheurs qui a travaillé sur telle thématique ou telle question de recherche qui apporte quelque chose de nouveau à la société. Voilà. Donc la valorisation permet de mieux reconnaître l'efficacité, le rôle de la recherche. Donc voici un peu quelques réponses que je tenais à apporter par rapport à vos questionnements. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sissao, pour votre contribution. Je vais, avant peut-être d'ouvrir une autre liste, répondre à certaines questions spécifiques au Sénégal et puis ensuite faire quelques commentaires sur la contribution de M. Sissao. Alors, comment financer nos voyages, enfin pour les collègues du Sénégal? Il y a plusieurs outils au niveau national et au niveau aussi du partenariat multilatéral qui sont en place au Sénégal. À l'UCAD, vous avez dit, dans toutes les universités sénégalaises d'ailleurs, vous avez dit, il y a les voyages d'études qui sont donnés tous les 2 ans aux collègues pour leur permettre justement de rester en relation avec la science internationale, donc aller dans des laboratoires au nord ou bien au sud pour faire des manipulations, etc. Pour l'UCAD, vous le savez, le billet qui vous est donné et l'indemnité qui vous est donnée, le billet surtout, c'est valable 1 an.
Donc c'est à vous de vous organiser pour effectuer votre voyage. Soit vous allez à un congrès, soit vous allez en résidence dans un laboratoire. C'est à vous de décider. Mais il ne faut pas que vous dépassiez, enfin vous devrez faire votre voyage d'études obligatoirement avant 1 an. Voilà les obligations. Bon, en plus de cela, le rectorat a créé un fonds d'appui à la recherche pour, là aussi, entre autres activités, faciliter la mobilité des collègues. Alors, si vous n'êtes pas bénéficiaire d'un voyage d'études, et si vous souhaitez aller à un congrès, bon, vous demandez au recteur pour qu'il puisse mettre à votre disposition soit un billet, soit une subvention. Bon, ça dépend de son pouvoir discrétionnaire pour décider. Tu le sais très bien, Bamba. Donc, si effectivement, c'est un conseil scientifique que je dirige, il met à la disposition du conseil scientifique une enveloppe financière. Si cette enveloppe est épuisée, bon, on ne peut pas faire autrement. Mais ce que je dois dire par rapport à ces voyages d'études, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée justement sur les productions scientifiques au Sénégal. Ce qu'on a constaté que 90% de nos productions scientifiques sont des copublications avec des partenaires du Nord. Alors, il y a des leçons à tirer de ça. Est-ce que finalement nos activités de recherche sont-ils en adéquation, comme l'a dit Sissao tout à l'heure, avec nos problématiques de développement? Parce que si sur les 90% de publications, il n'y a que 10% qui sont des publications dont la responsabilité incombe à une équipe sénégalaise totalement, c'est inquiétant. Ça signifie que nous ne sommes plus maîtres de nos thématiques de recherche, nous ne sommes plus maîtres, si vous voulez, de nos orientations en matière de recherche. Donc, nous dépendons beaucoup plus en termes de production scientifique et en termes de définition de nos stratégies, du partenariat, de la coopération. Donc ça a un impact sur notre indépendance scientifique. Donc il faut réfléchir. La mobilité a aussi, c'est avantageux, c'est comme l'a dit le recteur ce matin, c'est un facteur d'échange, etc. Mais il faut savoir partager les responsabilités et partager aussi les résultats. Donc c'est extrêmement important. Il faudra, dans vos mobilités, réfléchir à tous ces aspects-là. Par rapport aux revues scientifiques, je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs revues scientifiques au Sénégal, à l'université, à l'ISTRA, à l'ITEA, etc. Mais comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule revue qui est indexée. Et ça signifie tout simplement que la science que nous produisons au Sénégal et en Afrique d'une façon générale, si elle n'est pas connue, c'est justement parce que nous ne publions pas assez dans des revues indexées. Il faut que les animateurs de nos revues scientifiques fassent un effort. Pour que les revues que nous créons localement puissent être introduites dans les bases de données bibliographiques. Alors, pour qu'elles soient introduites dans les bases de données bibliographiques, il y a 3 exigences. La première, et Faye l'a dit tout à l'heure, c'est la régularité des publications. Faye et Sissao aussi. Si on décide que notre revue scientifique soit des revues mensuelles, bimensuelles, semestrielles ou bien trimestrielles ou annuelles, il faut que cette périodicité soit respectée. Tout simplement parce que quand vous allez soumettre votre demande à une base de données bibliographique pour qu'elle soit indexée, il va vous demander, par exemple, envoyez-nous vos publications, les exemplaires des 5-10 dernières années. Mais s'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est une revue qui ne paraît pas régulièrement
il ne sera pas accepté. Deuxième exigence, c'est la qualité des articles qui sont publiés dans ces revues. Pour assurer cette qualité, il faut un comité de lecture de haut niveau, non seulement national, mais aussi international. Mais très souvent, nos revues n'ont pas de comité de lecture. Dernière exigence, c'est essentiellement les systèmes de diffusion. Si vous demandez à être indexé, ils vont vous demander mais quelle est la liste des bibliothèques qui sont abonnées à votre revue, quel est le nombre d'individus abonnés à votre revue. Si vous n'avez pas aucune bibliothèque abonnée à votre revue, si vous n'avez personne ne s'intéresse à votre revue, il n'y a pas d'abonnés, bon, ça pose problème. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un effort sur nous-mêmes pour arriver à faire introduire nos publications scientifiques dans les bases de données. C'est ça le problème de fond. Donc les animateurs de revues scientifiques, c'est ce que je dis toujours aux collègues qui créent des revues, ben, il faut les amener dans les bases de données. Pour ce qui concerne le financement de la mobilité, je l'ai dit, c'est effectivement un facteur bloquant. Mais bon, vous l'avez dit vous-même, M. Faye. Bon, il y a l'AUF qui a un programme pour la mobilité des chercheurs. Je vous l'ai dit, bon, pour l'UCAD, il y a ce système de voie d'études. Bon, il y a aussi d'autres structures, la francophonie, qui met en place aussi des programmes de mobilité, etc. Donc, bon, il faut taper à plusieurs portes pour essayer d'avoir des financements, pour aller à des congrès, etc. Bon, ces portes sont soit au niveau local ou bien au niveau régional. L'UOMOA aussi a des programmes. L'UOMOA vient de lancer un programme récemment de bourses, de projets, etc. Bon, ça a été clôturé là, je crois le 15 décembre, non, 15 novembre il me semble. Et donc toutes ces structures ont des programmes de mobilité, donc il faut le savoir. L'UCAD, en tout cas, nous publions sur notre site, dès qu'il y a un appel à candidature pour des mobilités, nous publions donc. Regardez souvent le site de l'UCAD, vous trouverez des offres. Je partage entièrement les points de vue de Cissao sur toutes les analyses qu'il a faites. Au Burkina, c'est très bien, je sais. Hein, vous avez un statut de chercheur. Au Sénégal, il n'y a pas de statut de chercheur. Le chercheur ici, c'est un fonctionnaire. Qu'il fasse la recherche ou pas, il n'est pas évalué. Or, au Burkina, vous allez au CAMES. Ici, ils ne vont pas au CAMES. Donc, ils ne sont pas évalués. Et puis, ils ont un salaire de fonctionnaire. Donc, ils n'ont pas de statut. Ils rentrent avec un salaire et ils vont à la retraite avec le même salaire. Donc, ce n'est pas stimulant. Les anciens chercheurs, oui, les anciens chercheurs ont un statut. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chercheurs quittent l'ISRA, quittent l'ITA pour les universités. Donc, effectivement, vous avez fait un gros pas en avant, mais au Sénégal, c'est un gros retard. Ils n'ont pas de statut. Donc, c'est pour ça que dans mon interrogation, je disais, mais alors, quel statut faut-il pour les chercheurs? Je suis d'accord avec vous, hein, dans nos pays au sud du Sahara, hein, le budget de la recherche, c'est insignifiant dans le budget national. Bon, il y a des ministères qui sont créés, mais qui sont des ministères de transfert plutôt, on les associe souvent. Le ministère de la Recherche, on les associe au ministère de l'Enseignement supérieur. Et très souvent, quand ils transfèrent les budgets aux universités, il ne reste plus rien. Et quand ça arrive, le budget arrive au niveau des universités, puisque dans le régime financier des universités, il n'y a pas de ligne budgétaire pour la recherche. C'est associé généralement à l'enseignement. Et comme vous savez, l'enseignement pompe tout. Il n'y a rien qui reste pour la recherche. Et non seulement ça, vous l'avez dit, il y a un déséquilibre en matière d'allocation au sein du budget d'allocation pour le fonctionnement et pour les activités de recherche et même pour l'enseignement. À l'université de Dakar, c'est un budget de 25 milliards de francs CFA, mais les 90%, c'est pour les dépenses sociales. Un salaire, transport, soins médicaux, etc. Mais il ne reste plus que 10% pour le fonctionnement,
pour le fonctionnement, donc la pédagogie. Et si vous regardez de très près ce qui a affecté la recherche, il n'y a plus rien. Donc, il y a effectivement, non seulement les ressources financières sont faibles, mais un déséquilibre dans l'affectation de ces ressources-là. Et vous l'avez dit très bien, vous l'avez très bien dit par rapport à ce qui se passe dans votre institut. Je suis d'accord avec vous pour la programmation de recherche. Il faut adapter l'agenda national avec l'agenda international. Oui, quand on met en place un programme de recherche, évidemment, il faut choisir les champs scientifiques qui sont porteurs, non pas seulement de développement, mais aussi porteurs d'excellence. Donc, nous devons être sur des chantiers qui, sur le plan purement scientifique, eh bien, que nous soyons excellents dans ce domaine, mais qu'on puisse compter sur les retombées sociales et économiques de ces champs scientifiques. Donc, nous devons effectivement nous engager dans cette voie-là. Oui, il y a un gros problème d'organisation au niveau de nos systèmes de recherche. Bon, d'abord, il n'y a pas de système d'assurance qualité dans la plupart de nos pays. Il n'y a pas de système d'accréditation des laboratoires. N'importe qui se lève, il crée son laboratoire. Il n'est pas labellisé, il n'est pas évalué. Donc il y a un problème d'organisation, vous avez raison. Je pense que si on s'engage dans la voie d'assurance qualité, eh bien peut-être que ça pourrait aller mieux. Comment la société perçoit-elle l'activité de la recherche? Je pose cette question parce que je participe très souvent à des ateliers de restitution de travaux de recherche. Mais ce que nous sentons, c'est que quand un programme de recherche s'installe dans un village, eh bien, il n'y a pas au préalable une démarche, une approche participative, très souvent, les paysans renvoient les chercheurs qui veulent s'y implanter. Il y a toujours des conflits entre les chercheurs et les villageois où ils veulent s'installer. Très souvent, parce que les sociétés africaines, en tout cas au Sénégal, pensent que les chercheurs qui arrivent veulent bouleverser leur mode de vie. Et je vous donne un exemple précis qui nous a été cité récemment. Les chercheurs de l'ISRA ont mis en place une nouvelle variété de mil. Bon, à cycle court et qui produit des épis assez longs. Donc le gouvernement a décidé, ils ont d'abord homologué cette variété, ils ont décidé de diffuser cette variété au Sénégal. Alors qu'est-ce que l'ISRA a fait? L'ISRA, avec l'aide des services de la vulgarisation, ils ont commencé à implanter cette variété dans le centre du pays. Mais les paysans n'ont pas tout de suite adopté ces variétés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont semé la variété proposée par l'ISRA et à côté, ils ont semé leur propre variété. Au bout, ils ont créé des hybrides qui finalement étaient devenus incontrôlables. Alors, quand l'ISRA a constaté, ils ont provoqué une réunion. Alors, qu'est-ce que le paysan leur a dit? Mais vous, la variété que nous avons mis 150 ans pour l'adopter, et vous arrivez un matin, vous nous demandez de tout abandonner et d'adopter votre variété dont on ne connaît ni les contours ni l'avenir. C'est pour ça que, pour éviter des risques, nous avons préféré semer nos deux variétés. D'abord, on a pris votre variété, on l'a semée, mais nous avons mis le nôtre à côté parce qu'on ne sait jamais. Donc vous voyez, c'est cette situation qui fait que finalement, adopter les résultats de recherche, parfois ça pose problème. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être avoir le point de vue aussi des sociétés pour qu'ils puissent facilement intégrer dans leur imaginaire, dans leur culture, certains résultats de recherche. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut que le paysan, comme vous l'avez dit, perçoive l'intérêt ou bien perçoive l'intérêt de la recherche. Il faut à tout prix chercher à le valoriser, mais en relation avec la société. Voilà, c'est les commentaires que je voulais faire. S'il y a d'autres interventions. Vous donnez votre nom?
Guy. Ensuite, il y a Madame Kamga. Ça sera la dernière parce qu'après, il y aura l'autre session. Nous sommes déjà à 16h. Karen. Bouchez. Mais je vais prendre la liste finalement parce que... Voilà. Paulin, oui, je me souviens. C'est bon. Bon, en vous demandant d'être bref parce qu'il y a une autre session après. Guy. Oui, je vous remercie. Pour moi, parler actuellement de la recherche en Afrique et des chercheurs africains, c'est sans doute penser à un des fléaux de l'université africaine, à savoir la fuite des cerveaux. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est on ne peut plus compter le nombre de chercheurs africains qui ont émigré vers l'Occident ou dans d'autres universités. Et pourtant, la majeure partie du cas, c'est des gens qui ont été, dont les études ont été financées par les États africains avec leurs maigres ressources. Et tous les jours, on voit des professeurs africains dans les universités, aux États-Unis, en Europe, etc. Je pense qu'aussi au Sénégal, peut-être des solutions ont été proposées, notamment la revalorisation un peu des conditions économiques des professeurs. Mais jusqu'à présent, la tendance se poursuit. Et je suis content de savoir qu'à l'Université de Dakar, il y a une direction de la recherche, un directeur de la recherche. Donc je pense que dans votre domaine, vous êtes en train de réfléchir pour voir comment faire, comment aider pour sédentariser, pour essayer de fixer les chercheurs. Parce que le peu de chercheurs qu'on a, s'ils se permettent à la majeure partie de partir ailleurs, ça va encore faire très difficile pour justifier au niveau de l'État des demandes de financement. Oui, merci, monsieur le directeur. J'aimerais juste rebondir très rapidement, sachant bien sûr que j'adhère totalement à ce qu'Alain a dit sur la question de la valorisation des publications scientifiques. Parce que ce qui est important également de savoir, c'est que les bases de données internationales telles que le Web of Science couvrent à peine la productivité scientifique africaine. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment un réel besoin de la collecte des données, parce que lorsqu'on jette un regard sur les trois principales bases, on voit qu'il y a pas mal d'absence de données. Donc, ce n'est qu'une estimation même. Lorsqu'on parle de 3% ou 0,3% de la part mondiale, ça, ce sont que des données estimatives, parce qu'il n'y a pas des véritables campagnes pour pouvoir au moins déjà collecter ce qui a déjà été produit. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est par rapport à la valorisation des revues locales. Pour pouvoir les valoriser, il faut déjà même qu'on encourage également les chercheurs à publier dans ces revues. Donc, on a parlé de la question du budget. Il n'y a pas que le budget, mais il y a aussi au niveau étatique ou bien au niveau des institutions gouvernementales en charge même de la recherche scientifique, une politique de valorisation de ces revues. Encourager les chercheurs locaux à pouvoir publier dedans et petit à petit, ça se fera dans l'audience. Ces revues gagneront en audience et au fur et à mesure, elles seront indexées comme la plupart. Et pour ma part, la culture scientifique également passe aussi parfois par la traduction des questions de développement en questions scientifiques. C'est un dispositif qui existe dans beaucoup de pays du Nord, les boutiques de sciences. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens, mais en fait, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'une science qui se rapproche plus du besoin sociétal, parce que pour les pays qui sont, pour les pays du Sud, il importe de mettre plus en avant ce genre de dispositif que la recherche fondamentale elle-même, le temps de rattraper déjà le retard. En tout cas, ça reste mon point de vue, ça n'engage que moi, le temps de rattraper le retard avant justement de s'offrir le luxe de pouvoir faire la recherche fondamentale pure. Donc, il n'y a pas assez de temps. Moi, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai deux petits points. D'abord, je crois qu'on n'a pas encore parlé du partenariat avec le privé. Je crois que c'est quelque chose de très important, qui est très lucratif dans certains domaines, en médecine, en sciences pures, en géologie, dans le domaine de la recherche pétrolière, les minerais, qui l'est beaucoup moins dans les sciences sociales et humaines, mais je crois que là, quand même, il y a des partenariats qu'il faudrait essayer de suivre, des liens qu'il faudrait trouver.
Et une deuxième chose, j'aimerais aussi parler un petit peu du soutien étatique, parce que je crois que quand on regarde en Afrique, et je parlerai plutôt de l'Afrique du Sud parce que je vis dans ces régions-là, je crois que quand il y a un soutien étatique fort, la recherche mène une bonne vie. Et je crois que c'est une part de la responsabilité de l'État qui pourrait travailler par des subventions et pour l'institution dans laquelle le chercheur travaille et aussi pour l'individu même. Par exemple, je sais que dans la plupart des universités en Afrique du Sud, quand un chercheur fait une recherche et publie, il y a une somme d'argent qui lui est versée personnellement pour acheter du matériel didactique, faire des voyages, aller à des conférences, et il y a un pourcentage qui est donné à l'Institut. Donc il y a un double gain en quelque sorte. Merci. Oui, moi, ma question a été un petit peu déjà évoquée par Rachel. Nous, en France, on n'est pas très satisfait du classement de Shanghai, par exemple. Je sais qu'au niveau européen, on prépare un classement. Et donc, bon, moi, je ne connais pas très bien la situation, mais il me semble qu'au niveau du continent africain, même si on sait que ça peut créer des problèmes de langue, de traduction, etc., il faudrait peut-être que le continent crée son propre classement à lui, le but étant de susciter une pépinière de talents et après de monter en puissance, mais surtout créer un réseau collaboratif entre chercheurs du continent africain, avec la sensibilité qui est la leur. Ça me semble important. Peut-être qu'au niveau de la francophonie aussi, il y a une piste qui pourrait être tentée de ce côté-ci, avec du financement par l'AUF, partiel. Ça pourrait peut-être faire évoluer les choses. Et toutes les revues indexées, toutes les revues qui sont locales, il faut impérativement, il me semble, les indexer, parce que pour l'instant, elles n'ont peut-être pas le niveau international, mais qui dit qu'elles ne l'auront pas dans 10 ans? Il faut créer la dynamique pour que ça soit possible, et les revues en ligne, ça coûte très peu cher à ce niveau-là, donc ça rend le projet économiquement possible. Et à ce niveau-là, encore une fois, c'est une question de vitesse d'échappement, question d'effet boule de neige, et il faut pouvoir le lancer, avoir des idées neuves dès maintenant pour préparer dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Et l'Afrique, à mon avis, ne peut pas se dire « Ok, nous, on fait confiance aux Chinois, on fait confiance aux Européens ». Non, elle doit prendre en main son destin. Merci beaucoup, professeur, de m'avoir donné la parole. Je pense que vous avez résumé dans votre intervention globalement la recherche en Afrique dans une situation précaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cerner les faiblesses de la production scientifique et chercher comment assurer l'efficacité, comment mobiliser les ressources, les outils, mais aussi de donner un statut aux chercheurs. Je pense aujourd'hui, vous avez parlé de chercheurs, mais à ce que je comprends, le chercheur, c'est celui, par exemple, l'enseignant qui est recruté par l'université, c'est le professeur titulaire. Et peut-être on a tendance à oublier les jeunes chercheurs, ou bien ceux qui sont au deuxième cycle, par exemple, de la maîtrise au DEA, et ainsi de suite. Parce que la maîtrise, c'est le cycle qui prépare le chercheur, le grand chercheur qui sera plus tard peut-être professeur. Est-ce qu'on a suffisamment encadré le maîtrisard pour pouvoir mener des études un peu plus poussées? Nous avons la question du financement, la question de la subvention, du mémoire de maîtrise, du mémoire de DEA et de la thèse. Aujourd'hui, au Sénégal, je ne sais pas si c'est ce qui se passe dans les autres universités ou en Afrique ou en Europe, il n'y a pas de subvention de thèse. Donc, le doctorant prend en charge intégralement le travail de sa thèse. Donc, il n'y a pas de subvention. Et on nous dit que le service public d'enseignement s'arrête au deuxième cycle. Donc, après le troisième cycle, c'est à la charge intégrale du doctorant. Et que les doctorants ne travaillent pas. Il y a des doctorants qui ne donnent même pas des cours de vacation. Où est-ce qu'ils vont amener de l'argent? Sinon, aller dans les collèges, on leur paye 1000 francs l'heure, ils font des cours, ils payent la location, l'électricité, le transport, tout ça, avec 1000 francs l'heure. Vous savez que c'est dérisoire, c'est difficile. C'est
ce qui influe aussi sur la production. Parce que quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui se débrouille pour acheter un ticket de transport, il ne peut pas avoir la tête tranquille pour publier quelque chose de scientifique. Donc, c'est des choses sur lesquelles je pense que le directeur de la recherche est là. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai une fois dit lors d'une conférence à Sinkou qu'au Sénégal et pratiquement en Afrique, il faut que des assises universitaires et nationales se fassent chaque année, ou bien chaque 2 ans, ou chaque 3 ans pour voir les problèmes. Puisque l'éducation, c'est de la classe de CI, du primaire au supérieur. Si on dit aujourd'hui qu'il faut supprimer l'entrée en 6e, le CFE, laisser les élèves passer en classe supérieure, arriver au supérieur, mais ils seront nuls. Parce qu'ils n'auront pas subi l'examen requis pour accéder à un stade supérieur d'enseignement. Donc, c'est aussi des problèmes à régler. Donc, l'harmonisation aussi. Nous sommes dans un nouveau monde d'interdisciplinarité et aussi d'échange, d'inter-échange entre les savoirs. Quand on parle de réforme LMD, il faut harmoniser les positions, que ce soit dans une université européenne, une université américaine, une université africaine. Le docteur ou le professeur doit être à mesure, il doit être mobile, aller enseigner aux États-Unis, en Europe et en Afrique. C'est le problème dans les écoles doctorales. Il y a des écoles doctorales qui payent des inscriptions à 150 000 pédagogiques, alors que d'autres écoles doctorales ne donnent rien. Je pense qu'il n'y a pas là l'esprit d'harmonisation des positions dans une même université. Monsieur le directeur, je pense que c'est une question très importante. Il faut quand même aider les étudiants, les doctorants aussi, à mener à bien leurs recherches, puisque dans un système où il n'y a qu'une seule thèse, la thèse unique. Il n'y a plus de thèse de 3e cycle, il n'y a plus de thèse de doctorat, donc c'est la thèse unique. Il vous faut impérativement faire une très bonne thèse. Et sans manger, avoir le ventre vide, l'esprit aussi n'est pas tranquille, vous ne pouvez pas faire des recherches poussées. Et aussi, il faut réfléchir également à ce que la thèse, au moins, quand est-ce que les étudiants, les doctorants aient une subvention. 60 000 par mois, vous payez votre location, vous payez votre transport, vous faites des commandes de documents, mais c'est vraiment dérisoire. Et l'année dernière, on avait reçu un professeur qui nous vient de l'université de Laval, M. Bissansoa, je pense bien, si je n'oublie pas, si j'ai bonne mémoire. Il a parcouru notre bibliothèque de département, lettres modernes, mais il me dit, mais vous êtes courageux, vous êtes là en train de lire, mais vos documents sont dépassés. Ce sont les documents qu'on utilisait dans les années 75 en Europe ou au Canada. À la bibliothèque, il n'y a pas tellement une politique de renouvellement des ouvrages en place. Les ouvrages, moi personnellement, que j'utilise dans mes recherches, ce sont des ouvrages dépassés. Mon sujet même est dépassé. Et je ne suis pas actuel, je suis dépassé. Tout ce que j'utilise est dépassé. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des études 10 ans avant et vous venez pour parler de ces choses-là. Quand même, il faut que la communauté universitaire et le personnel nous aident à cela. Monsieur le directeur, je pense aussi, concernant nos écoles doctorales de la faculté des lettres, il faut penser à harmoniser les positions. On s'inscrit, les inscriptions pédagogiques, c'est 150 000. On a proposé 10% de notre bourse annuelle qui nous revient à 75 000, mais personne ne nous écoute et on nous demande de payer 150 000 alors que dans les autres facultés, on paye 5 000 francs seulement. Pourquoi pas d'harmonisation des positions et des décisions? C'est une seule université et ça doit être la même chose dans toutes les universités du pays. Merci beaucoup. La liste est close. Guy, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les questions de fuite de cerveau, mais comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, soit au niveau de l'UCAD, que ce soit au niveau de l'AUF ou bien au niveau des Nations Unies et même de la France. Il y a des programmes qui sont mis en place pour
utiliser, si vous voulez, la diaspora, surtout sénégalaise, la diaspora intellectuelle sénégalaise, qui est assez forte à l'extérieur pour qu'ils puissent non seulement investir au Sénégal, mais aussi contribuer au développement de la science au Sénégal. Bon, vous avez entendu parler sûrement du programme co-développement de la France. Beaucoup de nos collègues, nos compatriotes qui sont à l'extérieur ont bénéficié de ce programme. Vous connaissez aussi le programme de l'AUF sur la mobilisation de la diaspora. Vous connaissez le programme TOC10 des Nations Unies, etc. En fait, tout est mis en œuvre maintenant pour faire venir la diaspora afin de contribuer au développement du pays et au développement aussi des universités. Donc, il faut qu'on transforme cette fuite de cerveau, comme les gens le disent, en gain de cerveau. Donc, beaucoup de programmes sont mis en place pour cela. Par rapport à la fixation des chercheurs, je suis d'accord avec vous. Ouais, je viens de le dire, si on ne crée pas des conditions favorables pour fixer nos chercheurs, ils vont partir, ça c'est sûr. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour les garder, leur créer des conditions, d'abord conditions de vie sociale, mais aussi des conditions pour qu'ils puissent mener à bien leur activité de recherche. Sinon, s'ils ne trouvent pas les bonnes conditions de travail, ils vont partir aussi. Donc, ça, c'est ça la responsabilité de l'État. Comme l'a dit Mme Karen, il faut un soutien étatique fort. En fait, c'est ça. C'est ça qui nous manque. Nos chefs d'État se réunissent très souvent au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA. Ils mettent en place des programmes. Mais c'est eux-mêmes qui ont dit qu'il faut que 1% de leur PIB soit affecté à la recherche. Mais quand ils reviennent à la maison, ils oublient tout de suite ça. Je vous ai dit qu'il n'y a que 2 États qui ont appliqué ça. Donc, il faut un soutien étatique fort, effectivement, c'est ce qui nous manque en réalité. Pour Monsieur Bouchez, vous avez raison. Et je vous informe que pour le classement, il y a l'Union africaine est en train de mettre en place son propre classement parce que aussi là, les pays africains ne sont pas contents du classement de Schengen aussi. Donc nous avons reçu au niveau du rectorat cette semaine une lettre de l'Union africaine. Ils ont nommé un spécialiste, enfin un commissaire qui est chargé justement de mettre en place ce système d'évaluation, plutôt de classement des universités africaines. Et nous avons reçu une lettre dans ce sens, avec des questionnaires de plusieurs pages pour savoir comment cet outil va être mis en place. Et ça, c'est la réalité, vous avez raison, c'est en train d'être mis en place. Les revues, je suis d'accord avec vous, hein, il faut faire tout pour les indexer. Je vous ai dit ce qu'il faut faire, pour nous, ce qu'il faut faire. Il y a effectivement les contraintes budgétaires et financières, mais vous avez dit que les revues en ligne sont nettement moins chères. Il faut exploiter peut-être ce secteur-là, ce filon-là. Monsieur Paulin, bon, je vous connais, hein, vous êtes un syndicaliste, et donc c'est normal qu'ici, vous profitez de toutes les tribunes pour revendiquer. Mais non, vous avez dit aussi certaines choses qui sont exactes. Il faut harmoniser. On va harmoniser. Le recteur a donné des instructions pour que les inscriptions pédagogiques soient harmonisées au niveau de toutes les écoles doctorales. Donc, ça sera harmonisé, mais il n'y aura pas de recul. Par rapport à votre école doctorale, on va harmoniser au niveau de votre école doctorale. D'accord? Donc tout le monde paiera 150 000. Les subventions de thèse, je pensais que ça existe. L'État vous donne des subventions. C'est pour quelle mémoire on vous donne des... Ah ben bon, ben c'est ça. Quand on va rentrer si votre faculté rentre dans la réforme, il n'y aura plus de maîtrise ni de DEA. Donc cette subvention que vous avez aujourd'hui sera basculée au niveau du doctorat. En fait, c'est ça. Mais c'est vous qui refusez justement. Vous êtes syndicaliste, je sais. Vous refusez justement ce basculement. Pourquoi? Parce que vous avez en maîtrise, en lettres, pas ailleurs, hein, en sciences humaines, lettres sciences humaines, vous avez encore à faire un mémoire. Et on vous donne de l'argent pour ces mémoires. Quand vous arrivez en DEA, vous avez encore un mémoire. On vous donne de l'argent pour ces mémoires. C'est pour ça que vous ne souhaitez pas que les masters soient mis en place. Ça vous êtes d'accord avec moi?
Oui, mais justement, si au bout à chaque fois, vous remettez en cause parce qu'il y a des incidences financières, on n'avancera pas. Donc vous aussi, en tant que syndicaliste, il faudra faire de telle façon que, au niveau de la faculté de l'aide des sciences humaines, cette rupture soit effectuée. Hein? Bon. Statut de jeune chercheur, je suis d'accord avec tout. Il faut... Oh oui, mais d'accord. Mais ouais, c'est ça. Les amicales, c'est des syndicats. Hein. Bon, ce que je veux dire aussi, pour les jeunes chercheurs, je suis d'accord avec vous. Hein. Pour les jeunes chercheurs, on a tenté de les organiser. Vous vous rappelez, hein. On a tenté de les organiser et bon, ça a bien pris de toutes les façons. Mais après, quand ils quittent l'université, il n'y a pas de relève. Il faut continuer. Bon, à Fac de l'Est, je savais qu'il y avait une association des jeunes chercheurs, association Fac de sciences économiques gestion, etc. Mais quand le bureau s'en va, il n'y a pas de relève. Donc cette année, l'année dernière, vous n'avez pas encore réorganisé tout ça. Donc il faut. Nous, on veut des amicales, des syndicats très forts, des structures organisées très fortes pour dialoguer avec eux, discuter avec eux, pour faire avancer des projets. Donc si vous ne vous organisez pas, ça va être extrêmement difficile. Il faut vous organiser. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Sur ce, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir animé cette table ronde. Et puis, comme il commence à se faire tard, je laisse la parole pour la seconde session. Merci.